Parmi ses ouvrages figurent L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance juive. If you are new to the show, please hit that subscribe button. Also consider becoming a YouTube member, a Patreon, or donate small amount given in the link in the description box. Without further ado, let me welcome our guest tonight, Professor Norman Finkelstein. Professor Finkelstein teaches political science. His books include The Holocaust Industry, Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering, Gaza, enquête sur son martyre, et son dernier livre, Les Fossoyeurs de Gaza, enquête sur la corruption au sommet. Professeur Finkelstein, bienvenue à nouveau sur Indian Global Left. Et merci de m'avoir invité. Je crois que le rapport date du 26 mai. Avant d'aborder le rapport et votre critique, j'ai une question plus générale à vous poser. Selon vous, ou plutôt, formulons la question ainsi. Pourquoi pensez-vous que le récit autour du viol est devenu si important après le 7 octobre? Cette question ne comporte que deux aspects. Le premier, c'est que évidemment, enfin pas évidemment, mais la propagande israélienne est avant tout destinée aux États-Unis. Les destinataires intérieurs de cette propagande n'ont pas besoin qu'on leur parle de viol pour aller tuer des Palestiniens ou des Gazaouis. À ce stade, pour les Israéliens, les tuer est devenu un sport. C'est comme un enfant qui brûle des fourmis avec une loupe et le plaisir qu'il en tire. Il n'y avait donc aucune raison particulière de fabriquer ce canular précis pour stimuler ou inciter la population israélienne intérieure. Mais pour l'électorat américain, pour diverses raisons, la plus évidente étant la longue histoire dans notre pays d'accusations de viol prétendument commis par des personnes, entre guillemets, de couleur, cela a une histoire très... Je n'aime pas employer ce mot dans ce contexte, mais une histoire très riche aux États-Unis. Et cela a été à l'origine des lynchages. Très souvent, ça a été à l'origine des lynchages d'Afro-Américains. Et cela résonne encore, même après l'ère des droits civiques aux États-Unis. Donc je pense que c'était son objectif principal, surtout à l'époque woke de MeToo, de faites confiance aux femmes ou croyez les femmes. Dans ce climat moral particulier, ça allait prendre. Ça allait trouver un écho. Et El-Khayyam Levy, laissez-moi juste rappeler le contexte. En mai 2024, cette personne appelée Dr Kokshav El-Khayyam Levy a publié un rapport intitulé Silence No More, comme si quelqu'un avait jamais été réduit au silence, un autre canular, ou un canular annexe. Et ce rapport faisait 300 pages, un rapport imposant, et de par son poids physique même, il semblait irréfutable. Les allégations sont donc devenues une vérité admise, et cette vérité admise a ensuite été de nouveau validée. Les allégations initiales de l'État d'Israël ont été validées par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Guterres, pour les violences sexuelles en temps de guerre. Elle s'appelle Pramila Patten, une bovine, à mon avis. Une bovine imbue d'elle-même, à mon avis. Elle a validé ces affirmations, alors même qu'elle déclarait dans son rapport ne pas avoir l'autorité nécessaire pour le faire. Elle a dit « Nous ne sommes pas un organe d'enquête ». Mais bien qu'elle ne soit pas un organe d'enquête et qu'elle n'ait pas les moyens, ni un personnel compétent pour évaluer ces allégations, elle est quand même allée de l'avant et a dit que cela s'était produit. C'était le premier tour. Le deuxième élément, c'est la docteure, professeure Kokshav El-Khayyam Levy, qui était tout simplement très clairement une propagandiste hitlérienne. Elle a donc produit ce nouveau rapport qui semblait là encore valider les accusations initiales. Voilà donc la première raison, l'accueil qu'on s'attendait à ce qu'ils reçoivent aux États-Unis. La deuxième chose était assez étrange. Israël avait déjà un dossier.
Des atrocités d'une ampleur considérable ont eu lieu le 7 octobre. On ne peut pas le nier. Mais curieusement, je devrais dire curieusement, ils ont décidé, la Hasbara israélienne, ce sont des propagandistes professionnels, ils ont décidé de tracer la ligne rouge sur le viol et les violences sexuelles. À un niveau juridique, c'était vraiment, pourrait-on dire, gratuit. Il y avait déjà un dossier d'une ampleur considérable, commis le 7 octobre. Mais comme je l'ai dit, curieusement, d'un point de vue juridique, mais sans doute d'un point de vue médiatique, surtout à l'époque ou plutôt nous sommes en train d'en sortir, mais c'était l'époque du wokisme à son comble, l'hypothèse, semble-t-il, des agences de propagande israéliennes, que nous désignerons par le terme israélien de Hasbara, était la suivante. Médiatiquement, qui se soucie des meurtres? Les meurtres, il y en a à l'appel. Ce qui fait vraiment les gros titres et alimente l'hystérie, ce sont des accusations selon lesquelles ces musulmans sauvages à la peau foncée et sexuellement réprimés, violant des femmes israéliennes innocentes, presque virginales. Voilà ce qui ferait les gros titres. Ils ont donc décidé de tracer la ligne là. Et c'est étrange, je dois le dire. Vous savez, d'un point de vue probatoire, c'est étrange que les fausses accusations de viol et de violence sexuelle aient fini par éclipser ce qui, eux, étaient de vrais crimes. Right. I want you to Très bien. Je voudrais que vous expliquiez un peu à nos téléspectateurs quelle est votre critique. C'est une critique longue. Si j'ai bien compris, l'essentiel reposait sur un argument à deux volets. Premièrement, dans cette immense archive numérique qui documente les crimes, il n'y avait aucun crime faisant état de violence sexuelle ou de viol. Deuxièmement, puisque le rapport lui-même affirme que le Hamas a utilisé ces documents, ces crimes ou ces atrocités pour traumatiser la société israélienne, il est ahurissant de dire que les violences sexuelles et le viol n'auraient pas été utilisés. C'est ce qui m'a semblé être le cœur de votre argument, même s'il y avait de nombreuses strates. Donc si vous pouviez expliquer certaines de ces strates, sur la base desquelles vous avez rejeté l'ensemble du rapport, ce serait utile. D'accord. Reprenons depuis le début. Il y a normalement 3 types de preuves utilisées par les organisations de défense des droits humains pour documenter des crimes. Premièrement, il y a les preuves médico-légales, l'examen d'un corps et éventuellement des fluides retrouvés dans le corps, ce genre de choses. Dans le cas du 7 octobre, il n'y a pas de telle preuve. L'affirmation a été avancée, personnellement je l'ai trouvée plausible. Même si je ne suis pas médecin légiste, je parle en tant que non-spécialiste, selon laquelle l'ampleur des tueries du 7 octobre était telle qu'Israël n'y était pas préparé. Il n'avait pas le personnel nécessaire pour traiter autant de corps en si peu de temps. Et peu de temps, cela signifie qu'il existe certains rites funéraires juifs. Je crois que c'est soit 24, soit 48 heures, lorsque les... Excusez-moi, je vais juste revenir en arrière. Oh là là, ça n'est jamais arrivé. Oui, on coupera cette partie au montage, alors ne vous inquiétez pas. Don't worry. D'accord. Il n'avait qu'un court laps de temps pour traiter tous ces corps en vue d'un enterrement juif. Il n'y avait donc pas le temps pour que des médecins légistes examinent les corps de manière approfondie et recueillent des éléments de preuve. Je ne peux pas dire que ce soit vrai, mais cela paraissait certainement plausible. Donc, il n'y a pas de preuves médico-légales, comme ils les appellent dans l'un des rapports, disponibles pour étayer les allégations de viol et d'autres formes de violence sexuelle. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie de preuves habituellement utilisées, les preuves numériques. Les photographies sont désormais numériques,
avec les appareils photo et tout le reste. Ce dernier rapport indiquait qu'ils avaient 10 000... Non, excusez-moi, 10 000, est-ce 10 ou 11 10 000. 10 000 photographies et séquences numériques datant du 7 octobre. Pour donner aux auditeurs une idée de ce que cela représente, 10 000. Ils ont dit qu'il faudrait à un chercheur 1800 heures pour examiner l'ensemble des preuves, les preuves numériques qu'ils ont recueillies. Cela signifie que si vous vous asseyez pour examiner ces preuves, 8 heures par jour, 7 jours sur 7, il vous faudrait largement plus de 7 mois pour parcourir toutes les preuves numériques. Or, les preuves photographiques numériques couvraient une zone de terre relativement restreinte. On l'appelle l'enveloppe de Gaza. C'était une zone assez petite, et cela incluait des caméras de vidéosurveillance, des caméras de circulation, des iPhones. Dans le cas des éléments recueillis sur les militants du Hamas, ils sont qualifiés d'abondants, très abondants. Cela comprend des caméras piétons, des caméras embarquées, des GoPro. Nous disposons donc d'un énorme ensemble de preuves photographiques et numériques, couvrant une zone relativement restreinte, géographiquement très limitée, et sous toutes les formes imaginables de preuves photographiques et numériques. Il n'existe pas une seule photo, pas une seule image numérique, pas un seul extrait numérique de viol ou de violence sexuelle. C'est étrange, c'est tout simplement étrange. Or, la Commission à certains moments, la Commission civile à certains moments, affirme que le Hamas a bien publié des images de violences sexuelles, qu'il n'a pas hésité à publier ce type d'images, parce que selon le rapport, l'objectif de ces violences sexuelles était de briser l'esprit national, l'âme nationale. Mais quand ils examinent les éléments de preuve réels que le Hamas a publiés sur les réseaux sociaux, dans certains cas, ils disent que le Hamas a confisqué les iPhones des victimes. Le Hamas a ensuite accédé à leurs réseaux sociaux et a diffusé des images dans l'intention de briser le moral. Quand ils passent en revue l'inventaire, et par « ils », j'entends la commission civile, quand ils répertorient les images qu'ils détiennent, aucune mention de violence sexuelle. Il y a ce qu'on appelle la profanation d'un cadavre. Oui, il existe des exemples de profanation, mais il n'y a aucun exemple de violence sexuelle, de viol ou d'autres formes de violence sexuelle. Amnesty International a déclaré explicitement que non seulement nous n'en avons aucun exemple, mais que personne n'a même entendu, ne serait-ce que comme rumeur, qu'il existe des preuves photographiques ou numériques de ce type. Photographic digital evidence exists. So, if the report is correct, donc si le rapport est exact, selon lequel le Hamas a publié toutes les images de violences sexuelles, y compris de viol, parce qu'il voulait briser l'esprit national des Israéliens, traumatiser la société israélienne. S'ils n'en ont publié aucune, la seule conclusion logique, c'est qu'ils n'en avaient aucune. Et s'ils n'en avaient aucune, la seule conclusion logique, c'est que cela ne s'est pas produit. Il ne reste donc plus que la troisième forme de preuve. Et cette troisième forme, ce sont les témoignages de témoins ou de survivants eux-mêmes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre inverse. Dans le cas du 7 octobre, il n'y a qu'une seule personne qui se soit publiquement manifestée en disant avoir subi un viol. C'était un homme. Nous ne connaissons pas son nom. Les Israéliens le connaissent probablement. Moi, je me base uniquement sur les documents. Je crois qu'il est désigné par point. Ral est jusqu'à ainsi qu'il est identifié dans les documents. Premièrement, il n'est pas pris au sérieux en Israël. Il n'est pas mentionné dans les rapports officiels israéliens. Deuxièmement, comme le cite le rapport de la commission, il n'a jamais dit qu'il avait été violé. Donc la seule victime de viol à s'être manifestée ne dit jamais qu'elle a été violée. Ensuite, on passe à la catégorie des violences sexuelles, y compris les viols infligés aux otages.
Là encore, une seule survivante présumée de viol s'est manifestée. Mais si vous lisez son témoignage tel qu'il est rapporté dans le rapport de la commission civile, elle ne dit jamais qu'elle a été violée. C'est Susanna. Son nom est largement relayé. Elle ne dit jamais qu'elle a été violée. Elle a dit « Il m'est arrivé quelque chose de terrible sur le plan sexuel ». Ce que c'était, je n'en ai aucune idée. Les gens me demandent, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me demande pourquoi ils ne lui ont pas simplement posé la question. Elle a été partout, elle est devenue l'emblème des viols attribués au Hamas. Pourquoi ne pas le lui demander directement? Donc il n'y a aucun survivant, ni du 7 octobre, ni de la captivité, aucun survivant du 7 octobre ou de la captivité qui ait dit avoir été violé. Il n'y a aucune preuve numérique, aucune preuve photographique. Il ne reste donc que des témoins. Pour commencer, et je sais que c'est une généralisation, je ne croirais pas les Israéliens sur quoi que ce soit, même s'ils disaient qu'il fait beau dehors. Je ne dirais pas ça. Je ne le croirais pas avant d'être allé à ma fenêtre, de l'avoir ouverte et d'avoir regardé le ciel. C'est une société pathologiquement malhonnête. Ils sont complètement déments. C'est une société démente. Alors vous pouvez dire qu'il ne faut pas généraliser. Eh bien moi je vais généraliser. C'est précisément ce qu'est la sociologie. Elle repose sur des généralisations. S'il n'y avait pas de généralisation, comment pourrait-on commenter les comportements électoraux d'un groupe ethnique particulier? N'est-ce pas une généralisation? Comment pourrait-on commenter les schémas professionnels d'un groupe ethnique particulier? N'est-ce pas une généralisation? Donc je dirais de manière générale que les Israéliens forment une société pathologiquement démente. Et on ne peut pas croire un mot de ce qu'ils disent. 88% des Israéliens, 88%, je parle ici bien sûr des Israéliens juifs, 88% donnent à leur armée, l'armée israélienne, de très bonnes notes pour sa moralité en temps de guerre. De très bonnes notes pour sa moralité en temps de guerre. Et ils ont répondu à ce sondage alors même que leur armée était en train de commettre un génocide en temps réel, au grand jour. Ils le publient sur Internet et ils lui donnent de très bonnes notes. Donc il existe en Israël un véritable esprit de corps, un réflexe de ralliement. Il a plusieurs niveaux. Le ralliement autour des proches, c'est un État juif, nous sommes tous apparentés. Donc c'est le sang qui se rallie autour du drapeau. Ensuite, il y a le ralliement autour du drapeau de leur propre État. C'est assez typique. Et puis il y a un troisième élément. Il y a les liens de parenté ou de sang. Il y a l'affinité avec l'État-nation. Donc la première est renforcée par la seconde. Et puis à mon avis, l'affinité la plus importante, c'est qu'ils sont tous passés par l'armée. C'est une armée de citoyens. Et pour les Israéliens, les Juifs israéliens, c'est l'expérience fondatrice de leur vie, l'unité dans laquelle ils ont servi. J'ai rencontré des Israéliens de la génération plus âgée, et ils repensent encore avec nostalgie et fierté au fait d'avoir servi ensemble dans l'armée, dans leur unité, leur division, vous savez, la division de parachutistes de haut rang, et ainsi de suite. Alors, quand on met tout cela ensemble, au milieu d'un génocide, au milieu d'une tentative de diaboliser Hamas au maximum, pourquoi croirais-je un seul mot de ce qu'ils disent? Pourquoi? Je pense que la valeur probante de leur témoignage est inférieure à 0. Et de toute façon, une organisation de défense des droits humains a une norme de preuve pour évaluer la valeur probante des éléments. Et cette norme, ce sont des témoignages plus des preuves numériques. En l'absence de preuves numériques, les éléments n'ont aucune valeur probante. Alors vous pourriez dire, comment des otages auraient-ils des preuves numériques? Ce que vous dites est absurde.
Eh bien, selon vous, c'est-à-dire selon la commission civile, le Hamas photographiait délibérément sa détention criminelle d'otages, envoyant aux familles des images des otages, c'est ce qu'ils affirment, dans le but de les briser. Donc, des images d'otages suppliant face caméra d'être libérés, des images d'otages ayant l'air émaciés. Alors pourquoi n'ont-ils pas renvoyé d'images des otages soumis au viol et aux violences sexuelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Menschwurses, Mindesmalling. Sorry, go I ahead. just wanted to say, people ask me the question. Je voulais simplement dire que les gens me posent la question, comme mon bon ami, collègue et camarade Jamie Stern-Weiner. Il m'a dit, pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ça? C'est-à-dire que, jusqu'au rapport de la commission civile, le chiffre diffusé par la Hasbara israélienne était de 5000 images photographiques et séquences numériques. Ils l'ont doublé pour passer à 10 000. Et pourquoi, selon vous, ont-ils affirmé que le Hamas avait délibérément, intentionnellement et avec préméditation, publié des images de viol et de violences sexuelles afin de traumatiser la société israélienne, alors qu'ils savaient qu'ils ne disposaient d'aucune image de ce type? Donc la logique de l'argument, si vous me pardonnez de me répéter, c'est la suivante. S'ils n'ont pas les images, s'ils ne les ont pas publiées, alors c'est forcément parce qu'ils ne les ont pas. Et s'ils ne les ont pas, c'est forcément parce que ça ne s'est pas produit. Eh bien, il a demandé, pourquoi pensez-vous qu'ils ont commis tel crime? C'est fatal, et ça l'est. Pourquoi commettez-vous des erreurs aussi fatales dans la présentation de leur dossier? Et la réponse est simple, parce que personne n'y prête attention. Une fois qu'ils ont exposé leur dossier, je viens de vérifier avant cette émission. Vous pouvez vérifier vous-même. J'étais curieux. Je suis allé sur la page Wikipédia consacrée aux violences sexuelles du 7 octobre. Je voulais savoir, est-ce qu'ils ont publié, parce que d'habitude c'est mis à jour très rapidement, est-ce qu'ils ont publié quelque chose? Est-ce qu'ils ont commenté ce que j'ai publié? Non. Et ils ne le feront jamais, je pense. Ils ont mentionné des choses que Brianna Joy Gray avait dites. Ils ont mentionné des choses que Max Blumenthal avait dites. Et évidemment, ce qu'ils avaient à dire avait du mérite, c'est certain. Mais en termes d'analyse systématique, ce que j'ai fait dans le livre, je l'avais déjà fait au moment du rapport de Pramila Patten. Vous savez, faire ce que je fais le mieux, l'analyse médico-légale, m'asseoir, examiner toutes les notes de bas de page, passer en revue tous les arguments, voir si tout tient debout. C'est tout simplement ignorer. C'est tout simplement ignorer. Donc il savait qu'il s'en sortirait. Ce que tout le monde dit, c'est ça fait 300 pages. Ça fait 300 pages. Comment pouvez-vous douter de la véracité de cette affirmation face à un document aussi massif? En fait, ce ne sont pas 300 pages. Sur ces 300 pages, environ la moitié traite des éléments de preuve bruts, des pages 50 à 130, si je ne me trompe pas, et ensuite, chaque élément de preuve est répété encore et encore et encore et encore. Cette répétition abrutissante, cette répétition abrutissante. Au début, vous ne remarquez pas ce qui se passe. Vous ne le remarquez pas. C'était les techniques classiques de la propagande hitlérienne. Hitler disait que si vous ne répétez pas les choses sans cesse, l'affirmation ne s'ancre pas. Nous en avons notre propre version d'ailleurs. Et parmi tous les endroits possibles, qui a adopté la technique d'Hitler? Vous voulez savoir qui l'a adopté? Vous allez rire. Le métro de New York. Vous vous dites peut-être, mais de quoi est-ce qu'il parle, bon sang? Alors je vais vous le dire. Ça existait dans les rames de métro bien avant même que vous soyez conçus, et encore moins nés. Dans les rames de métro, en haut, il y avait une pub pour un produit, une autre pub pour un autre produit,
puis encore une autre pub pour un autre produit. Alors, de toute évidence, quelqu'un dans les relations publiques a lu le chapitre sur la propagande dans Mein Kampf et s'est dit « ça va pas marcher ». Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils louaient tous les emplacements dans une rame de métro et répétaient la pub, répétaient la pub, répétaient la pub, répétaient la pub, pour vous la faire entrer dans la tête. Et ce que faisait la propagandiste hitlérienne, Dr. Kocharov, Al-Qaïda Levy, si j'avais un nom comme ça et que je passais le SAT le temps que j'ai fini de saisir mon nom, l'examen serait terminé. Mais ça, c'est pour un autre jour. Elle a adopté la technique d'Hitler et n'arrêtait pas de répéter, répéter et répéter. Parfois, elle répétait le même élément de preuve, entre guillemets, 2 fois dans le même paragraphe, 2 fois dans la même note de bas de page. C'était complètement insensé. Et puis, il y a l'autre technique hitlérienne. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie le grand mensonge d'Hitler. La technique du grand mensonge d'Hitler, c'est, disait-il, que tout le monde fait de petits mensonges. Donc, si vous entendez quelqu'un dire un petit mensonge, disons que je dis un petit mensonge, Mudyar Jyotishman est beau, c'est donc un petit mensonge. Vous vous dites, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, d'accord? Parce que nous mentons tous un peu. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge? Non. Le gros mensonge, c'est quand vous dites quelque chose de si outrancier, d'une telle effronterie. L'idée, c'est que personne n'oserait dire une chose pareille si ce n'était pas vrai. Ça doit être vrai. Parce que qui aurait l'effronterie de dire une chose pareille si ce n'était pas vrai? Voilà, ça c'est le gros mensonge. Donc sa thèse de base, si on peut l'appeler ainsi, c'est une idée intéressante, je crois. Plus le mensonge est outrancier, plus il est plausible. Moins un mensonge est scandaleux, plus vous doutez, parce que c'est peut-être vrai, peut-être pas. Pour un petit mensonge, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Vous savez, vous dites, mon voisin a une liaison. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Moi, je dis, mon voisin fornique avec une chèvre. Ça doit être vrai. Il n'aurait pas pu dire ça si ce n'était pas vrai. Donc, pour le redire simplement, plus le mensonge est scandaleux, plus il paraît plausible. Et puis, vous lisez dans le rapport les choses les plus folles. Vous avez un intervenant, un premier intervenant, comme on les appelle, qui dit qu'il est arrivé devant le corps nu d'une femme. Il n'arrivait pas à rapprocher les jambes du corps. Les jambes étaient écartées. Il ne pouvait pas les refermer parce que son vagin était bourré de canettes en aluminium. Bourré de canettes en aluminium. Comme si ces gens du Hamas, avant de venir à Gaza, avaient vidé les rayons du supermarché du coin de toutes les boîtes de soupe Campbell et qu'en pleine opération, ils essayaient de battre le record du Guinness du nombre de boîtes de soupe Campbell qu'on peut enfoncer dans le vagin d'une femme. C'était complètement dingue. Je veux dire, si vous lisez certaines des descriptions, et je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans l'article. Si vous lisez certaines des descriptions, j'ai fini l'article. D'accord. La seule chose qu'ils n'ont pas fourré dans le vagin d'une femme, autant qu'on puisse le dire, c'est le lavabo de la salle de bain, la cuvette des toilettes et la station-service du coin. Complètement dingue. Mais elle appliquait la technique hitlérienne. Elle n'aurait pas pu inventer des trucs pareils. Elle devait dire la vérité. Et puis tout ça a été repris, récupéré par des gens comme l'ancienne directrice des opérations de Meta, Sheryl Sandberg, qui a réalisé ce film documentaire intitulé Screams Before Silence. En fait, je ne sais pas si vous parlez bien yiddish, mais ça devrait s'appeler Schlock Before Scheiß. Je vois à votre tête que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Schlock, ça veut dire déchet.
Shees, ça veut dire M-E-R-D-E. Donc Schlock before Shees, où elle regarde sur son iPhone une image des horreurs sexuelles que le Hamas a infligées à des femmes. Et elle fait « Oh mon Dieu ». Elle joue l'émotion pour la caméra. She's emoting for the camera. I challenged her. I recently did an interview with Tucker Carlson. Je l'ai mise au défi. J'ai récemment fait une interview avec Tucker Carlson. J'ai dit qu'elle racontait des conneries. J'ai employé le mot. Je ne sais pas ce qui a survécu au montage, et ayons un débat public pour déterminer si tout cela a été fabriqué ou non. Au fait, j'ai reçu des emails furieux quand j'ai publié l'article, disant « Et toutes les personnes qui ont été tuées ?» J'ai répondu « Je ne le conteste pas. Je pense que votre différend est avec l'État d'Israël, pas avec moi. Demandez-leur pourquoi ils ont fabriqué ça, puis ont foncé tête baissée dans ce canular. Ce sont eux qui ont discrédité la mémoire de ceux qui ont été tués le 7 octobre, pas moi. Moi, je le reconnais. Ce sont eux qui l'ont fait, comme ils le font toujours. Ils ont discrédité toute la mémoire de l'Holocauste nazi. They discredit the whole memory of the Nazi Holocaust. They are the greatest. Ce sont les plus grands instigateurs, je veux dire les Israéliens, les plus grands instigateurs du négationnisme de la Shoah. Pas des figures insignifiantes, triviales, marginales comme Arthur Boots ou David. Oh, son nom vient de m'échapper, David Irving. Pas eux. Ce sont les Israéliens. Ce sont les plus grands instigateurs du négationnisme de la Shoah parce qu'ils mentent sur tout. Donc l'inférence raisonnable, c'est que s'ils mentent sur tout, alors peut-être qu'ils mentent aussi sur la Shoah nazie. C'est très, je ne dirais pas que c'est douloureux, mais c'est un point sensible pour moi que de nos jours je doive, en interview, dire que la Shoah nazie a bien eu lieu. Et tout cela est causé par Israël. Ce sont les plus grands instigateurs du négationnisme de la Shoah. They are the greatest factors of Holocaust denier. Given the lack of forensic evidence, Compte tenu de l'absence de preuves médico-légales, de preuves numériques, du seul cas de témoignage direct d'otage, dans lequel il n'y a pas d'aveu direct de viol, et du caractère peu crédible ou incrédule, je ne sais pas quel est le bon mot, mais compte tenu du manque de crédibilité des témoins à charge, je pense à certains débats qui ont eu lieu sur ce sujet après le 7 octobre. Beaucoup de personnes du côté palestinien ont même dit « Certes, nous ne nions pas que des violences sexuelles aient pu avoir lieu, mais il n'y a pas eu d'usage systématique du viol dans le cadre de la stratégie du Hamas pendant l'opération Déluge d'Al-Aqsa. » Or, après avoir lu votre article, il me semble que le dossier est peut-être encore plus solide. Ma question, professeur Finkelstein, est donc la suivante. Vous en tiendriez-vous à dire que le viol n'a pas été utilisé comme un outil systématique dans la stratégie du Hamas? Ou iriez-vous plus loin en disant que nous ne sommes même pas certains qu'il y ait eu des crimes impliquant des violences sexuelles? First of all, you can never prove a negative. You can't. D'abord, on ne peut jamais prouver une absence. On ne peut pas prouver qu'un habitant de Gaza, vous savez, après l'opération initiale du Hamas et d'autres groupes armés, beaucoup de gens venus de Gaza se sont simplement aventurés dans cette partie sud d'Israël. Les portes étaient, vous savez, la clôture avait été détruite, ils se sont égarés, ont apparemment commis des cambriolages, des vols dans des maisons. L'un d'eux aurait pu attraper une femme, aller dans une grotte. Qui sait? Je ne sais pas. On ne peut pas prouver que cela ne s'est pas produit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe aucune preuve que cela se soit produit. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer avec certitude. Il n'y a aucune preuve que cela se soit produit. Au-delà de ça, je n'irai pas plus loin. Il n'y a aucune preuve matérielle. Et je ne fais pas confiance aux témoignages. Je ne leur fais pas confiance. I don't trust the testimonial evidence. I don't trust them. For reasons which you have already stated, I think the Pour les raisons que vous avez déjà évoquées, je pense que la valeur probante du témoignage d'un citoyen israélien sur cette question est inférieure à 0. Vous savez, quand ils disculpent des membres de Tsahal, ils se disculpent aussi eux-mêmes.
Il faisait partie de cette force combattante. Rappelez-vous, le massacre le plus important, le plus massif, a eu lieu au festival de musique Supernova. C'était surtout des jeunes qui venaient de servir dans Tsahal, ou qui y servent peut-être encore. Ce sont eux, ce sont leurs amis, ce sont leurs proches. C'est une mise en accusation, pas seulement contre eux, pour ainsi dire. C'est une mise en accusation contre eux et contre nous. Ils ont donc un véritable intérêt concret à mentir. Je ne crois pas un mot de ce que disent ces gens. Je veux dire, certains témoignages, leur témoin vedette sur les viols, leur témoin vedette sur les viols n'est pas un témoin oculaire. C'est ce qu'ils appellent un témoin auditif. It's what they call an ear witness. I believe her name was Darren. Je crois qu'elle s'appelait Darren Komarev. So what does she say? Alors que dit-elle? Bon, je le répète, c'est leur témoin vedette. C'est le premier élément. Elle dit, j'étais assise dans une caravane, un conteneur. Pas de fenêtre, rien. Et elle dit, et là je la cite, j'ai entendu 3 viols. J'ai entendu 3 viols. Un viol collectif, puis 2 viols distincts, séparés. Et elle a dit, je les ai entendus. Là encore, je la cite. Ici, ici, et ici, 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 et ici. D'accord, d'accord. Moi, je me dis, je vis dans un appartement de taille moyenne. Enfin, je devrais dire que j'habite près d'une voie rapide, Ocean Parkway. Quand j'entends une sonnerie, je ne peux pas dire si c'est celle de ma porte ou une sonnerie dehors. Je ne fais pas la différence. Mais elle a entendu 3 viols distincts, à 3 endroits différents, depuis l'intérieur d'une petite cabine, sans rien voir. From the confines of a cubicle and saw nothing. She says, Elle dit qu'ils ont abattu une personne devant sa petite amie. in front of his girlfriend. Comment le saurait-elle? How would she Comment saurait-elle seulement qu'ils étaient en couple? Comment vous le savez, vous? Je me dis, elle n'a rien vu. Alors comment sait-elle qu'il s'agissait d'un petit ami et d'une petite amie? Je me dis, est-ce qu'elle a entendu les Boston Pops, le chœur des jeunes garçons de Vienne et la reformation des Beatles? Ici, ici et ici. C'est tout simplement ridicule. Mais encore une fois, parmi les personnes qui ont apporté leur soutien, Hillary Clinton, vous pensez qu'elle a lu le rapport? Sheryl Sandberg, vous pensez qu'elle a lu le rapport? Sheryl Sandberg. Do you think she read the report? The diminutive hoodlum. Le petit, le minuscule voyou, Rahm Emanuel, est-ce qu'il a lu le rapport? Il n'a rien lu. Ils disent juste qu'il fait 300 pages. Personne n'a lu le rapport. Personne n'a lu le rapport. J'en suis sûr, aussi sûr que je le suis de ne plus être là très longtemps, aussi sûr que je le suis de ça. Personne n'a lu le rapport. Non, je le crois vraiment. C'était tellement ennuyeux, tellement répétitif. Chaque soir, en épluchant les pages, j'ai dû me demander, Norman, il ne te reste qu'un nombre limité d'années. Est-ce vraiment la Brower utilisation la plus productive de ces années limitées? Personne ne l'a lu. C'était tellement horrible. Nobody read it. It was so horrible. À propos du côté répétitif, je me demande ce qu'il était le plus, lire le livre de Chuck Schumer ou vous faire ce rapport. Look, I cannot gain. Écoutez, je ne peux pas contester, nier le fait que Chuck Schumer était un type très intelligent. Et ça vous montre ce qui arrive. Je le pense vraiment. Ça vous montre ce qui arrive, comment un esprit peut s'atrophier quand on devient un partisan sans scrupules. You become a hack. C'était peut-être pas son esprit du tout. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre. The prose was terrible. And his La prose était terrible. Et sa sœur, qui est remerciée dans le livre, Franz Schumer, je la connaissais il y a 60 ans. Une jeune femme brillante, une fille brillante, puis une adulte aujourd'hui très bien. Et maintenant, c'est une poétesse talentueuse. C'est une poétesse talentueuse. Et j'ai lu le livre, c'est tellement mauvais. La prose est si affreuse. Je me dis, Fran est remercié pour avoir lu le manuscrit. Je me dis, Fran, pourquoi tu ne t'es pas tourné vers ton frère pour lui dire, Chucky, ne le fais pas. Ne le fais pas. Je ne sais pas, vraiment ça me laisse perplexe.
Ça me laisse perplexe. Je suis sûr qu'elle l'a lu. Franc. Sérieusement. Franc. Sérieusement. Oui, je suis sûr qu'elle n'a pas lu le rapport sur les violences sexuelles, mais elle répète probablement la propagande pour la cause. But she probably repeats the propaganda for the cause. Oui, j'ai une question plus sérieuse que je pensais vous poser. Beaucoup de gens, y compris du côté palestinien, ou plutôt surtout du côté palestinien, diraient qu'il faut une véritable commission d'enquête indépendante pour savoir ce qui s'est réellement passé le 7 octobre. Il y a même des personnes du côté palestinien qui seraient très réticentes à reconnaître quelque type de crime ou d'atrocité que ce soit, sans même parler de violence sexuelle. Dans votre article, vous avez expliqué en quoi la commission civile était biaisée, notamment à cause du lieu où elle était installée, du fait qu'elle traitait ça comme une thérapie, qu'elle ne confrontait pas les témoins à des questions inconfortables, qu'elle ne leur posait pas de questions insistantes. Donc je me demande simplement, not pressing them with uncomfortable questions. So I'm just curious if you were to be part of any such. si vous deviez faire partie d'une telle commission d'enquête indépendante, de façon purement hypothétique, quelle serait votre approche? Est-ce que vous commenceriez par dire « Je ne crois rien de ce que vous dites, donc je veux être un inquisiteur. Je serai aussi impoli et aussi dur que possible. » C'est une question de méthode que je vous pose. Ou bien écarteriez-vous totalement les témoignages pour chercher des preuves ailleurs? Peut-être des éléments matériels, peut-être autre chose. Quelle serait l'approche de cette commission d'enquête indépendante si elle devait être mise en place? Je sais que c'est très peu probable, mais je pose la question par curiosité sur les méthodes. Quelle serait cette méthode? On m'a posé cette question. I've been asked that question. On m'a posé cette question. Est-ce que je fixe un niveau d'exigence trop élevé pour les Israéliens? Est-ce que la barre est trop haute quand je dis que je ne croirai pas un mot de ce qu'ils disent? Et je reconnais que c'est un niveau d'exigence élevé. Mais je pose la question. Si des gardiens d'Auschwitz disaient qu'il n'y avait pas de chambre à gaz, les croiriez-vous? Moi non. Il existe une présomption de base selon laquelle on accorde davantage de valeur à un élément de preuve qui va contre l'intérêt de celui qui le fournit qu'à un élément de preuve qui sert son intérêt. Pour vos auditeurs, cela veut simplement dire que si Hitler disait qu'il n'y avait pas de chambre à gaz, c'est évidemment dans son intérêt. Vous accorderiez donc très peu de valeur probante à cette déclaration. Mais si Himmler disait qu'il y avait des chambres à gaz, vous lui accorderiez une forte valeur probante, parce que cela va contre son intérêt. Le problème avec les Israéliens, comme je l'ai dit, tient à la nature de cette société. Les liens de parenté, les liens créés par l'armée, l'unanimité de l'opinion publique. 88% des gens qui donnent de très bonnes notes à Israël pour la moralité de Tzahal. Quand on additionne tous ces facteurs, je ne vois pas comment accorder la moindre valeur probante à ce qu'ils disent. C'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Je veux dire, c'est très frappant. Pendant la guerre du Vietnam, en 1968 déjà, les troupes au sol étaient entrées en 1965, en mars 69. Il y avait des organisations très actives de soldats revenus du front qui dénonçaient ce qui s'était passé. Il y avait ce qu'on appelait, je parle de mémoire, la Winter Soldier Investigation. Il y avait des rassemblements à Washington où des soldats jetaient au feu les médailles qu'ils avaient reçues. Il y avait une contestation importante de la part des soldats sur ce qui s'était passé au Vietnam. Allez voir un excellent documentaire, probablement l'un des meilleurs. Je le recommande vivement à vos téléspectateurs, à vos auditeurs. Un documentaire sur le Vietnam intitulé Hearts and Minds. Vous y verrez beaucoup de soldats. Combien d'Israéliens? Le génocide dure depuis bientôt 3 ans, en octobre. Combien se sont manifestés? Il y en a quelques-uns qui sont cités dans Haaretz parce qu'ils se sentent traumatisés. Mais c'est très
Ils sont toujours assiégés, cette mentalité d'assiégé. Je veux dire, quand on additionne tous les facteurs, le résultat cumulé, c'est qu'on ne peut pas croire un mot de ce qu'ils disent. C'est possible. C'est une nation de tueurs d'enfants. Pas seulement ceux qui s'entraînent au tir, en tirant sur des bébés et des enfants, des tout-petits et des enfants, à la tête et à la poitrine. Pas seulement ceux qui dirigent des drones pour tirer sur des enfants à la tête, à la poitrine et ailleurs. On pourrait encore dire que c'est un groupe restreint. Ce n'est pas le cas, mais admettons l'argument. C'est un groupe restreint. Tout le monde était d'accord pendant le génocide à Gaza. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'Israël utilisait la famine comme arme de guerre. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, le disait. Ils utilisaient la famine comme arme de guerre. Toutes les agences de l'ONU le disaient. Eh bien, cela demande une vaste coordination. Bloquer l'entrée de nourriture à Gaza, empêcher la nourriture d'entrer à Gaza, bombarder tous les champs agricoles pour qu'ils ne puissent pas produire leur propre nourriture. La moitié de la population de Gaza est composée d'enfants. Si vous participez à l'utilisation de la famine comme arme de guerre, et chaque Israélien servant à Gaza y a participé d'une manière ou d'une autre, en interdisant l'entrée de nourriture, en détruisant les champs agricoles pour qu'il n'ait pas de nourriture produite sur place, alors ils participent tous à l'affamement d'enfants. C'est le cas. C'est une nation de tueurs d'enfants. Alors bien sûr, ils vont nier, et aussi confirmer l'iniquité du Hamas, la confirmer encore et encore. Je ne ferai pas confiance à un seul de leurs mots. J'ai une dernière question. Elle va au-delà de l'article et change peut-être même un peu de sujet. Cela fait un moment que je voulais vous la poser. C'est au fond une question philosophique. Les actes commis par des combattants individuels du Hamas dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa peuvent-ils être qualifiés de crimes? Pour vous faire part de quelques-unes de mes réflexions, je trouve très convaincant votre cadre général, qui présente l'opération comme une rébellion, ou qui la compare à la rébellion de Nat Turner. Et je pense que c'est un cadre très juste. Pourtant, des atrocités sont infligées à des individus que nous pouvons tenir pour responsables, mais à un niveau très direct, du moins à ce moment précis, cela peut être sans lien avec leurs actes. Et donc, je me demande comment vous décririez cela. Certaines de ces atrocités, ou si vous les décririez comme des atrocités, comme des crimes. Et ma dernière réflexion, c'est que je vous pose cette question parce que, dans un brillant essai d'un historien indien, il a étudié un cas précis. C'était en 1815, dans l'Inde britannique. Une femme veuve est tombée enceinte. Elle appartenait à la caste opprimée. Elle était enceinte de son beau-frère. Nous ne savons pas si c'était forcé ou non, mais comme elle appartenait à la caste opprimée, les règles du village voulaient qu'elle soit exclue de la caste si l'enfant naissait. C'est pourquoi la famille a été contrainte de l'aider à avorter du fœtus. Et au cours de l'avortement, elle est morte. Les tribunaux britanniques ont poursuivi ses frères et sa mère, et ils ont été emprisonnés. Alors que l'historien soutenait qu'ils n'étaient pas les criminels, que ce n'était pas le crime. Le crime, c'était la structure sociale qui faisait que mener cette grossesse à terme aurait littéralement signifié sa mort, parce qu'elle aurait été mise au banc et aurait dû quitter le village. Il insistait donc sur le fait que le crime est un récit, et non quelque chose d'universel. Alors, comment décririez-vous certaines de ces violences qui ont fait partie de l'opération Déluge d'Al-Aqsa?
I would of course be interested in Bien sûr, je serais intéressé de lire le raisonnement de cet historien que vous avez mentionné. Mon point de vue personnel, après beaucoup de réflexion, de méditation, de rumination sur le sujet, c'est qu'il existe des définitions dans les dictionnaires de ce qui constitue un crime de guerre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des crimes de guerre. On ne peut pas le contester. Des civils ont été pris pour cible. Et qu'on veuille appeler cela une violation du principe de distinction entre civils et combattants, une attaque indiscriminée au cours de laquelle ils ont tiré sans distinction sur des civils et des combattants, ou une attaque disproportionnée, peu importe comment on veut l'appeler, c'était des crimes. Donc je ne vais pas contester cela. C'est une définition juridique et je ne vais pas chercher querelle à ce sujet. J'ai un problème avec le fait de condamner les gens du Hamas parce que, d'après ce que je lis dans les archives historiques, ils n'avaient plus aucune option le 6 octobre 2023. Ils avaient essayé la diplomatie, ils avaient essayé le droit international, ils avaient essayé la résistance civile non violente. À ce stade, tout le monde avait oublié Gaza, moi y compris. J'étais passé, pour ainsi dire, à des pâturages plus verts, en écrivant sur la culture de l'annulation, ce que beaucoup de gens auraient probablement préféré que je continue à faire, plutôt que de parler de Gaza. Donc, ce qu'ils ont fait, à mon avis, ne relevait d'aucune grande vision stratégique. C'était un coup de dé. Voyons si nous pouvons provoquer assez de meurtres et de chaos pour attirer l'attention sur nous. La question de Gaza reviendra. Ils n'avaient pas de vision d'ensemble, parce que les dirigeants, prenez quelqu'un comme Yahya Sinwar, avait passé 20 ans dans une cellule de prison en Israël. Il a été libéré lors de l'un des échanges de prisonniers. Et comme il l'a dit, je suis passé d'une prison à une autre. Je suis passé d'une prison israélienne au camp de concentration de Gaza. Alors, quand on vit dans ce genre d'environnement, on finit par avoir une vision en tunnel. Elle devient très étroite. Je ne pense pas qu'il y ait eu un grand calcul stratégique, pas plus qu'il n'y en avait. Quel calcul stratégique Nat Turner pouvait-il avoir? C'était un esclave dans une plantation. On dirait que le seul livre qu'il ait lu, c'était la Bible. C'était un homme extrêmement intelligent. Tout le monde disait les blancs comme les noirs, c'est un homme intelligent, très intelligent. Mais sa vision allait forcément être très étroite. Avait-il lu l'histoire? Avait-il lu des choses sur les révoltes d'esclaves dans la Rome antique? Probablement pas. Donc c'était un acte de désespoir. Il pensait, comme le Hamas, Nat Turner pensait qu'il allait déclencher une insurrection massive d'esclaves. Son action n'a pas produit cela. Et ça ne s'est pas produit non plus avec le Hamas. Les seuls à leur apporter un soutien ont été le Hezbollah et les Houthis. Un soutien prudent de la part du Hezbollah, mais pas suffisamment prudent pour empêcher Israël de tenter de le détruire. Et ensuite, la question devient très simple à mon avis. Vous êtes une personne blanche. Disons que vous êtes un juge blanc parce que Turner a été jugé, il a été capturé et jugé. Turner was tried. He was captured and tried. Do you have the moral... Avez-vous la légitimité morale pour faire la leçon à Nat Turner sur la morale? Pouvez-vous faire ça? Monsieur Turner, êtes-vous conscient de l'immoralité de l'acte que vous avez commis? Feriez-vous la leçon à un esclave sur l'immoralité? Moi, je ne pourrais pas le faire. Alors je ne vais pas les condamner. Je ne le ferai pas. Je suspendrai mon jugement. Je reconnaîtrai que des crimes, au sens strict de la loi, ont bel et bien été commis. Mais je refuse de me mettre dans la position absolument grotesque de faire la leçon à un esclave ou à un détenu qui est né, accroupi et était destiné à mourir dans ce que le président du Conseil national de sécurité d'Israël a appelé un immense camp de concentration. Il s'appelait Giora Island. Il est toujours vivant. Je vais me mettre dans cette position ridicule à faire la leçon aux habitants de Gaza sur l'immoralité? Non. Non. Alors je suspends mon jugement.
Très rapidement, sur votre point concernant l'absence de grande vision, je me demande ce que vous pensez de l'argument selon lequel la vision à court terme était bien sûr l'échange de prisonniers, afin que certains combattants importants puissent être libérés, ce qui était important pour le mouvement de libération nationale, et que la vision à long terme était de réveiller le monde, du moins le monde arabe, dont les cercles dirigeants ont bien sûr renoncé au nationalisme palestinien et arabe, mais où, au fond, les gens sympathisent toujours avec la cause palestinienne et lui témoignent leur solidarité. De réveiller ce monde, de refroidir des expériences comme les accords d'Abraham. Qu'en pensez-vous? Il faut beaucoup plus de calculs pour faire ce qu'ils ont fait. Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Vous pensez que je ne crois pas qu'ils aient dit à l'Iran ou au Hezbollah ce qu'ils allaient faire? Je ne le crois pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils leur auraient dit, vous êtes fous, ne faites pas ça maintenant. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas préparés. Vous savez ce qu'Israël va faire? Nous savons ce qu'Israël va faire. Nous ne sommes pas prêts à ça. Nous ne sommes pas préparés. On ne peut pas simplement dire quand on est un responsable politique, voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous allons faire. Dans un raisonnement comme celui-là, dans un raisonnement stratégique comme celui-là, il y a 1000 maillons et étapes intermédiaires. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Je ne pense pas qu'ils aient calculé quoi que ce soit de tout cela. C'était un coup de dé pour eux. Ils étaient désespérés. C'est tout. Je ne vais pas leur prêter, vous savez, une grande vision stratégique, pas plus que je ne le ferais pour le Hamas. Ces gens n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait réellement dans le monde extérieur. La plupart essayaient simplement de survivre. Donc je ne vois tout simplement pas ce genre d'argument. Je ne pense pas qu'on devrait se livrer à ce genre de fantasme. Il n'y avait pas de résistance à Gaza. Tout cela est un fantasme. Il n'y avait pas de résistance. Comment aurait-il pu y en avoir? Chaque pas que l'armée israélienne faisait en entrant à Gaza était précédé par la décimation, la pulvérisation, la réduction en poussière de tout ce qui l'entourait, à gauche, à droite et devant elle. Comment aurait-il pu y avoir une résistance à Gaza? C'est ridicule. Mais les gens glorifient la résistance. Même aujourd'hui, ils disent « Israël n'a pas atteint son objectif de guerre. Le Hamas, lui, l'a atteint. » Mais de quoi vous parlez? Vous êtes vraiment des abrutis. Gaza est hermétiquement bouclé depuis 3 ans. D'où pourraient-ils tirer leurs munitions? D'où pourraient-ils les obtenir? Israël contrôle désormais physiquement Gaza, 70% de Gaza. Alors, peut-il y avoir des usines de munitions à Gaza dans ces 70% d'un minuscule territoire? Et vous pensez que leurs services de renseignement sont à ce point insuffisants qu'ils ne sauraient pas qu'il existe un Lockheed Martin du Hamas dans les 30% restants? C'est tellement stupide. Il n'y a pas de résistance du Hamas. Israël dit simplement, nous ne partirons pas tant que tout le monde ne sera pas désarmé. Vous savez pourquoi? Comment savoir quand ils seront désarmés? Comment le savoir? Disons que le Hamas dise, nous sommes désarmés. À votre avis, qu'est-ce que Netanyahou va répondre? Ils mentent. Parce que toute cette histoire de résistance et maintenant de désarmer le Hamas, ce n'est qu'un prétexte pour poursuivre le génocide. Mais les idiots disent qu'Israël n'a pas atteint son objectif à Gaza parce que le Hamas est toujours armé. Oh, s'il vous plaît, arrêtez. Vous avez entendu parler d'une bataille à Gaza? D'une bataille remportée? Citez-moi une bataille. Est-ce qu'une seule bataille a été rapportée? En 3 ans, citez-moi une. J'ai suivi ça tous les jours. Je n'en connais pas une seule. J'ai entendu parler de quelques embuscades tout au début.
C'était tout. Donc la vision stratégique du Hamas, la résistance armée du Hamas, tout cela relève complètement du fantasme. C'est mon avis. En fait, vous reprenez le grand mensonge d'Israël. Et vous savez quel est ce grand mensonge à Gaza? Vous voulez savoir quel est ce grand mensonge? Le grand mensonge, c'est de dire que c'est une guerre. Voilà le grand mensonge. Il n'y a jamais eu de guerre à Gaza. Je me souviens à quel point ma défunte mère s'indignait quand on décrivait ce qu'elle avait vécu comme une guerre. Elle disait, mais de quoi parlez-vous? C'était une guerre, c'était une extermination. Elle disait, nous étions comme des cafards. Nous courions ici, ils braquaient la lumière sur nous. Quand la lumière était braquée sur nous, nous courions là-bas. On a couru ici et là. C'est pas une guerre. C'est une extermination. C'est pourquoi Raoul Hilberg, dans son grand ouvrage sur l'Holocauste nazi, ne l'a pas appelé la guerre contre les Juifs. Il l'a appelé la destruction des Juifs d'Europe. C'est très différent, comme s'exclamait ma défunte mère. Ce n'était pas une guerre, c'était une extermination. Et malheureusement, certains de ces pseudo-Che Guevara font le jeu de la propagande israélienne avec leurs fantasmes absurdes sur la résistance du Hamas. Bon, un autre jour. Nous allons en rester là, professeur Finkelstein. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Bonjour, je m'appelle Mudyar Jyotishman. Avec Jyotishman, j'ai lancé cette plateforme. Ces 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour la gauche et les forces progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si notre contenu vous a plu jusqu'ici et que vous voulez nous aider à constituer des archives pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour cette cause. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to hit the subscribe button.